Alors, on vous laisse la parole, Monsieur Gravoulé. Parfait. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire pour les résultats intermédiaires de l'étude de soins non programmés. Je suis très content de vous avoir pour cette présentation des résultats intermédiaires qui sont très satisfaisants. J'excuse Christophe Wilk qui devait introduire ce webinaire qui n'est malheureusement pas disponible et c'est pour ça qu'il m'a confié la tâche de faire cette introduction. Donc, plusieurs éléments qui sont importants de souligner, c'est que la participation en grand test par rapport à cette étude est très très bonne et les résultats intermédiaires qui vont vous être présentés donnent déjà une très bonne image de l'activité, votre activité au quotidien, notre activité au quotidien, de prendre en soin des patients qui n'ont pas vu d'autres professionnels de santé par rapport à leurs problèmes et qui représentent une grande partie de notre activité. Et on s'aperçoit aussi que malgré ou grâce au contexte sanitaire, le rôle du pharmacien, y compris pour gérer la crise Covid, est essentiel et indispensable. C'est une étude ambitieuse. Les premiers résultats encourageants, vous le savez, nous ont motivés à continuer cette étude. Et là, on est à peu près à la moitié de la période de recueil. Et c'est pour ça qu'il est important de rester motivé et de continuer à nous apporter ces informations essentielles et primordiales. Je sais que de nombreux pharmaciens ont pu compter sur les étudiants en stage pour les soutenir dans ce recueil. Vous savez que le stage va s'arrêter fin juin et il est important que d'autres membres de l'équipe prennent le relais pour continuer à faire remonter ces informations. Je pense que maintenant, une petite routine hebdomadaire de recueil s'est installée, que tout le monde est au courant des outils et a compris son importance. Donc, il faudra qu'il y ait une passation de pouvoir, une passation de flambeau, si c'était l'étudiant ou l'étudiante de 6e année qui était chargé de piloter cette expérimentation pour qu'elle puisse être continuée. Et pour reconnaître les efforts que vous déployez pour ce retour de données, il faut savoir qu'avec la prolongation des périodes de données, et même si je sais que vous, expérimentateurs impliqués, vous ne le faites pas pour ça, il y aura aussi une compensation financière supplémentaire du fait de l'extension de la période de recueil. Donc, voilà, en résumé, je suis très content des résultats que vous avez pu faire remonter, que nous avons pu faire remonter, qui donnent un éclairage inédit sur l'activité des pharmaciens par rapport à ces soins non programmés. Et je veux vous motiver à continuer sur cette voie pour qu'on puisse avoir une période de recueil sur une année qui permettra de voir la saisonnalité de nos différentes activités en fonction des demandes et avoir cette année complète d'activité de soins non programmés de pharmacie dans le Grand Est sera important pour faire reconnaître encore plus le rôle indispensable et essentiel du pharmacien d'officine au service de nos patients. Je vous remercie. François, si vous voulez dire un mot. Très rapidement, parce que je crois que Julien a tout dit. Donc, bonjour à tous. Merci. Merci de vos efforts pour renseigner ces données. Je pense qu'elles sont, comme l'a dit Julien, très importantes, qu'elles permettent de confirmer à l'évidence que le pharmacien est un acteur du premier recours, sans doute aussi du premier secours, et qu'il faut reconnaître cela. Maintenant, on va vous demander évidemment de continuer dans la durée pour répondre à d'autres types de questions que peuvent nous poser les autorités de santé, vous poser les autorités de santé, comme celle de la saisonnalité, de l'impact d'aide de garde ou pas, ou de l'impact du jour de la semaine. On sait que grâce à votre action, de nombreux passages aux urgences peuvent être évités. Donc, vous êtes aussi des aiguilleurs dans le système de santé, c'est ce qu'on va voir. Donc, merci de continuer. Merci de solliciter aussi vos confrères qui n'ont pas encore rejoint l'étude, parce que plus importante sera la masse critique d'informations, meilleure sera la possibilité qu'aura l'URPS et vos différentes représentations aussi syndicales pour faire reconnaître cette participation des pharmaciens aux soins de premier recours. Merci. Alors donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui sont les résultats intermédiaires de cette grande enquête régionale.
Donc, l'idée de cette grande enquête, c'était de valoriser un travail qui est réalisé par les pharmaciens et qui passe complètement entre les mailles du filet, qui n'est pas du tout référencé, qui n'est pas du tout suivi. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un premier état des lieux de ce qui est réalisé au sein des officines d'une manière méthodologique, structurée et sur un temps long. Et c'est vraiment un travail qui est précurseur et c'est sur une telle durée, avec une telle méthodologie, c'est vraiment un travail précurseur en France. Donc, on est vraiment ravis de le faire avec vous et ça a été fait très sérieusement. Donc, la présentation est répartie en quatre parties. D'abord, on va dresser la participation à l'enquête aujourd'hui et décrire qui sont les participants à cette enquête. Ensuite, on va décrire les demandes de soins non programmés qui sont réalisées auprès des officines du Grand Est. Et enfin, on va parler des actes pratiqués et de l'orientation des équipes officinales vis-à-vis de ces demandes de soins non programmés. Et enfin, on reprendra les messages clés très rapidement. Donc, au niveau de la participation à l'enquête, aujourd'hui, le 20 mai, on a 182 officines inscrites et 8332 demandes de soins non programmés enregistrées. Donc ça, c'est au 20 mai. Et pour vous rappeler très rapidement la méthodologie de l'enquête, donc il fallait s'inscrire auprès de l'URPS pharmacien, avoir consulté le webinaire de présentation et de formation sur la méthodologie, les réponses aux questions pratico-pratiques sur l'organisation de cette enquête et vous inscrire en ligne sur la plateforme. À partir de ce moment-là, il y a un calendrier où une demi-journée par semaine, avec une alternance du jour et de la semaine et du moment de la journée, on vous demandait de renseigner tous les cas sur ce créneau-là qui se présentaient au sein de l'officine et qui rentraient dans la définition qui avait été choisie. En plus de ça, et aussi pour rappel, 2 sessions doivent être renseignées lors des gardes pharmaceutiques, que ce soit la nuit ou le week-end. Donc ça, c'est aussi, je tenais à vous le repréciser, pour être sûr que vous ayez la totalité aussi de l'enveloppe budgétaire allouée par l'URPS pharmacien à cette enquête. Donc voilà, environ 200 € si participation complète. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'enquête était prévue initialement sur 6 mois et elle a été renouvelée sur 6 mois au vu des premiers résultats et de la bonne participation des pharmaciens de la région. Donc on va avoir une année complète d'enquête. Donc si on regarde la participation des officines de la région, donc on a commencé au mois de novembre, on a eu une petite, entre 80 et 100 officines qui se sont inscrites très rapidement et qui ont participé dès la première session. Et on a eu un doublement de la participation à partir du mois de janvier et l'arrivée des étudiants en 6e année grâce au concours et au concours des maîtres de stage. En février, on a fait des premières analyses préliminaires au bout de 3 mois qu'on a partagées avec l'ARS et l'URPS. Et le 6 mai, au bout de 6 mois, on a 182 officines inscrites. Et on va voir le détail. Donc, ça représente 11% de participation. Il y a 1600 officines dans le Grand Est. Donc, c'est un taux qui est très honorable, puisque c'est une participation qui est quand même conséquente qu'on demande, puisqu'il y a une participation chaque semaine. Donc, au niveau des officines participantes, on a comparé nos données, les données de participation à cette enquête avec les données de l'ARS. On a vraiment une bonne superposition au niveau des territoires représentés. Donc, ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Et au niveau des types d'officines, donc, au niveau de la localisation des officines, on a une majorité au sein des territoires ruraux et des territoires de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau démographique dans la région. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi à prendre en compte quand on regardera les résultats. 58% des officines sont dans des villes de moins de 10 000 habitants. Au niveau des typologies d'officines, 40% des officines qui participent sont des officines de quartier, 36% de bourg, donc ça représente les 3/4 de l'échantillon. Le centre-ville, c'est 14%, et les centres commerciaux, gares, lieux de passage, c'est 3%. Maintenant, si on regarde la taille moyenne de l'équipe officinale des équipes qui ont participé, c'est pareil, on est très satisfait. C'est des équipes composées de 3 préparateurs et 2 pharmaciens, 1 titulaire et un adjoint et demi, et 0,7 étudiants. Donc voilà, on a une bonne représentation de la profession et des équipes officinales. Au niveau de la représentation géographique, on a une représentativité géographique qui est plutôt bonne, avec 2 particularités. On a une surreprésentation de la Meurthe-et-Moselle et une sous-représentation des 2 départements de l'Alsace. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi dans les différentes analyses.
On vous avait demandé quel était le pourcentage, si vous collaboriez avec d'autres professionnels de santé dans un cadre pluriprofessionnel. Donc, c'est le cas de 31% des participants. Ce taux monte même à 50% pour les officines situées dans une zone rurale. Et les modes d'exercice, c'est principalement des CPTS à 14%, des équipes de soins primaires à 12% et des maisons de santé pluriprofessionnelles à 10%. Donc, on voit qu'il y a de fortes disparités entre les régions, mais les effectifs sont assez faibles, donc on ne peut pas en tirer de conclusion. Mais ça permet quand même de voir, en fonction des départements, des pratiques de l'officine et de collaboration avec les autres professionnels de santé qui vont être variables. On vous a demandé quels étaient les services que vous proposiez lors de l'inscription, quels étaient les services que vous proposiez et que vous réalisiez effectivement au sein de vos officines. Donc, la prise de constante, c'est le service le plus répandu. 88% d'entre vous, du coup, proposent la mesure de la tension artérielle. 45% des 88 proposent la prise de la température. 33% la mesure du poids de l'IMC et même de la saturation en O2 pour 18% de ceux qui proposent des prises de constante. Et ensuite vient l'utilisation de TROD, la dispensation adaptée, les conseils aux autotests et les entretiens pharmaceutiques bilan de médication à plus de 60%. Et près de la moitié, 49%, proposent des programmes d'éducation thérapeutique aux patients. Si je reviens au niveau de l'utilisation des TROD, 82% de ces 64 proposent l'évaluation de la glycémie et on avait sondé, puisque les inscriptions sont faites entre novembre et janvier, l'évaluation de la sérologie et des tests antigéniques qui arrivaient seulement. Et du coup, seulement 72% proposaient l'évaluation de la sérologie Covid et 53% des 64, donc environ 33%, proposaient les tests antigéniques. Maintenant, on sait que le taux a fortement augmenté, donc c'est une bonne nouvelle. Et au niveau des entretiens pharmaceutiques, c'est des entretiens conventionnés à 80%, les bilans partagés de médication au même niveau, et aussi des entretiens non conventionnés à 38%, ce qui nous a semblé être un taux assez élevé, et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si on regarde au niveau des titulaires, donc plus des officines mais des titulaires, on a une assez bonne représentativité des sexes, qui est légèrement plus féminine dans notre échantillon et légèrement plus jeune. C'est ce qu'on retrouve en général dans la participation aux enquêtes. Et du coup, on a vraiment quelque chose de correct, sans redressement, et qui est un peu plus jeune et plus féminin. C'est ce qu'on retrouve habituellement. Maintenant, si on regarde la formation sur l'orientation des patients et les gestes et soins d'urgence, donc au niveau de l'orientation des patients, vous êtes 27% à déclarer avoir déjà reçu une formation dédiée à l'orientation des patients dans le cadre de demandes de soins non programmés. Et c'est des formations, donc c'est une minorité d'entre vous, et c'est des formations qui sont courtes. En majorité, c'est moins d'une demi-journée. Au niveau des gestes et soins d'urgence, donc maintenant c'est obligatoire d'avoir la FGSU en sortie d'études pour pouvoir exercer. Donc là, une majorité d'entre vous ont déjà eu la FGSU. 22% ne l'ont jamais eu. Ce sont certainement les titulaires les plus âgés. Donc 15% sont à jour, par contre. Donc ça, c'est quelque chose qui pose question. C'est qu'uniquement 15%, c'est un diplôme qui doit être renouvelé tous les 4 ans. Et donc 63% des participants déclarent ne plus être à jour de cette FGSU-là, qui doit être renouvelé tous les 4 ans pour être encore valable. Donc ça c'est un point qu'on peut relever déjà de cette enquête. Et la durée de formation, on peut passer dessus. Donc, on vous a demandé si vous seriez favorable, et c'est certainement en lien bien sûr avec votre participation à cette enquête-là, à une reconnaissance de la compétence du pharmacien pour le conseil, l'orientation des patients en cas de demande de premier recours non programmé. Donc, bien sûr, vous êtes très favorable. Et l'objet même de cette enquête, c'est ça, c'est de valoriser cette pratique, de qualifier pour pouvoir valoriser derrière et sécuriser la pratique actuelle, puisqu'on sait tous qu'évidemment, il se passe beaucoup de choses au sein des officines et que ce n'est pas forcément répertorié. Mais cela a une condition, et cette condition, c'est d'être formé. Donc, les gestes de premier secours, l'utilisation d'un défibrillateur, c'est ce qui arrive en premier, bien sûr, c'est indispensable, parce que des situations d'urgence se présentent. Ensuite, ce sont des informations sur les prises en charge de certaines pathologies, que faire, dans quelle situation, dans tel contexte, avec tel type de patient. Ça, il y a une vraie demande. Et quelle orientation apporter. Et également au niveau local, vers qui j'oriente à proximité de mon officine. Et bien sûr, quelque chose qui est naturellement pas une mission pharmaceutique, mais qui le devient par nécessité, c'est la prise en charge des plaies.
pour lequel le pharmacien n'a pas de formation, mais qui est confronté de par sa pratique de terrain. On avait demandé au départ, avant de mener l'enquête, quelle était l'estimation des pharmaciens sur le nombre de demandes de soins non programmés qui se présentaient au sein des officines de la région. Et donc, on avait une médiane entre 3 et 5 cas par jour, et jusqu'à 40% qui disaient avoir plus au moins 6 cas par jour. Donc ça, c'était l'estimation, on verra après ce qu'il en est. Et on vous avait demandé aussi qu'est-ce que la crise du Covid a pu changer au niveau des demandes de soins non programmés au sein de l'officine. Et 88% d'entre vous nous ont dit que ces demandes avaient augmenté. Et 71%, donc 71% d'entre vous disent ça a augmenté, les demandes de soins non programmés ont augmenté et ce sont des demandes en lien avec la Covid. Et 1 sur 2 estime que c'est des demandes sans lien également avec la Covid. Donc, c'est-à-dire que l'officine est devenue, grâce aussi à la Covid, une porte d'entrée plus naturelle dans le système de soins. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet et qu'on passe à la description des demandes de soins non programmés qui nous intéressent tous. Donc déjà, pour vous montrer un petit peu tout le travail accompli, et on est vraiment très satisfait de ces 6 premiers mois d'enquête. Donc, je vous avais dit, aujourd'hui, on est à 182 inscrits. Sur ces 182 inscrits, 169 officines ont renseigné au moins un cas. Donc, c'est un très bon taux de participation et on est très heureux. Et en moyenne, une officine a renseigné 47 cas depuis le début du mois de novembre. Donc, bien sûr, c'est une moyenne et ça ne distingue pas les officines qui sont rentrées en janvier, en novembre, etc. Mais en moyenne, environ 50 cas ont été renseignés par officine. Et si on regarde la moyenne de cas par session renseignés par officine, on est à 2,3 cas. Donc, on parlait juste avant de l'estimation préalable. Là, dans les faits, on a 4,6 cas qui sont renseignés par officine et par jour de collecte. Donc, on est dans la médiane de 3 à 5 qui était proposée en amont de l'enquête par les pharmaciens. Et il y a d'importantes différences entre les départements, pardon, c'est une erreur, entre les départements de la région, avec des départements qui participent beaucoup plus de cas, et d'autres avec une activité qui est moins importante. Si on regarde maintenant… Juste, pardon, Hugo, si vous me permettez, si on revient sur la diapositive précédente, oui, il y a une diminution importante dans les 2 dernières sessions, oui. Et qui s'est confirmée par la suite. Donc, on sait qu'il n'y a sans doute pas moins de cas. Peut-être que vous avez été tous extrêmement mobilisés, évidemment, sur la campagne de vaccination, mais c'est vraiment important qu'on puisse revenir au niveau habituel du nombre de cas renseignés. Donc, s'il y a des questions de votre part là-dessus, n'hésitez pas à contacter la hotline ou à contacter Baptiste ou Hugo pour qu'on puisse vous aider à répondre à ces points-là. Mais c'est important d'essayer de reprendre vraiment cet effort sur la longueur. Oui, tout à fait. C'est un point vraiment très important. Si on regarde maintenant l'origine de ces demandes de soins non programmés, donc 90% des patients sont venus spontanément à l'officine. C'est-à-dire que ce n'est pas la recommandation d'un professionnel de santé, d'un proche, de quelqu'un de l'environnement. C'est vraiment le patient s'est rendu spontanément à l'officine pour poser sa demande de soins non programmés directement à l'équipe officinale. Et 6% des patients ont rencontré une difficulté d'accès avant de solliciter l'officine. Donc, c'est vraiment une minorité des cas. Et dans ces 6%, donc la moitié, c'est une difficulté d'accès aux médecins traitants. 1%, c'est les médecins spécialistes et d'autres professionnels de santé, on va voir après, on a quelques pistes. Donc, dans 9 cas sur 10, le patient est venu spontanément à l'officine. Quand on regarde maintenant les motifs de consultation, donc on remercie chacun d'entre vous d'avoir bien renseigné systématiquement l'aire thérapeutique un petit peu et le motif de la demande. Donc, le motif numéro 1, c'est la dermatologie. 18% des cas. Donc, juste pour précision, il était possible de renseigner plusieurs cas dans le questionnaire. Donc, à chaque fois, un motif peut concerner plusieurs catégories. Mais le motif numéro 1, c'est la dermatologie. Le motif numéro 2, c'est l'ORL, à 16%. Ensuite, c'est autres motifs non catégorisés. Et en numéro 3 catégorisé, c'est la gastro-entérologie, motif digestif. Donc ça,
c'est vraiment le trio de tête des motifs les plus importants qu'on a rencontrés en officine. Et bien sûr, on a l'actualité qui est le Covid, et qui représente 10% de l'ensemble des cas renseignés depuis le début. Donc ça fait environ 800 cas dédiés au Covid. Alors une petite précision pour qu'on comprenne bien, ça inclut également la réalisation de tests antigéniques. Cette catégorie de prise en charge de signes évocateurs de la Covid, c'est mixte, c'est à la fois accompagner quelqu'un qui pense avoir des symptômes et réaliser les tests. Donc si on regarde maintenant, on fait une petite aparté avant de rentrer dans le détail de qui vient demander une prise en charge des soins non programmés, une petite aparté sur le Covid. Donc ça représente 9,9% avec, on le voit, de fortes variations en fonction des sessions. On a eu 2 pics à 29%, donc 29% de tous les cas renseignés sur une session, c'est énorme. Et c'était aux dates du 24 décembre et du 3 avril, qui sont non pas des dates de pic épidémique, mais des dates de très forte fréquentation en officine, du fait de la proximité avec des fêtes, des retours en famille, des rassemblements. Donc ça, c'est l'explication qu'on a donnée à ces 2 pics-là. Et on a constaté qu'au sein des officines rurales et des officines de centre-ville, c'était les motifs, le Covid était un des motifs les plus importants. Donc ça, c'est un point qu'on a noté. Et quand on regarde maintenant au niveau des territoires, au niveau des départements, on voit qu'on a des fortes variations aussi. Alors c'est dû certainement à la proposition de réaliser des tests de certaines officines ou non. Et on voit aussi que les zones les plus densément peuplées sont aussi, participent plus le Covid est une part plus importante de leur activité de demande de soins non programmés. Maintenant, si on s'intéresse à la typologie des patients qui viennent en officine pour solliciter les équipes officinales, à 60%, ce sont des femmes et ce sont en grande majorité aux 2 tiers des jeunes adultes ou des adultes. Ce qui fait qu'on a 1 tiers qui se split entre d'un côté les seniors et de l'autre côté, ça concerne des enfants, des nourrissons. Donc c'est ça, 2 tiers adultes, jeunes adultes, 1 tiers qui se répartissent chacun en 1/6 de chaque côté environ. Sur ces patients-là, 5% n'ont pas de médecin traitant, 28% ne sont pas connus de l'officine, 7% sont des bénéficiaires de la C2S et 20% sont suivis pour une ALD, ce qui est un petit peu plus que la moyenne nationale. Donc ça, c'est un petit peu pour dresser un petit peu le portrait robot de la personne qui se présente en officine pour ces types de soins non programmés, avec des variations importantes en fonction des officines, bien sûr. Et si on a zoomé un petit peu sur la proportion d'usagers inconnus de l'officine, et on voit que plus le territoire, plus la ville est dense et a un nombre d'habitants important, plus la part de patients inconnus de l'officine augmente. Et on voit que pour les très grandes villes, par contre, entre 100 et plus de 200 000 habitants, on a des proportions d'officines de quartier très importantes, de l'ordre de 90%, ce qui fait que ce taux diminue un petit peu pour les très grandes villes. Mais sinon, c'est quand même des taux qui nous ont quand même surpris, et puisqu'on ne va pas consulter uniquement le pharmacien parce qu'on le connaît et qui pourrait nous aider, on va consulter, en tout cas pour une part non négligeable des patients, la pharmacie, parce qu'en tant que pharmacie, c'est un lieu de santé et qu'on va naturellement y poser ces questions urgentes ou non, mais en tout cas ces préoccupations, et pas forcément parce qu'on a eu des difficultés d'accès à un autre professionnel de santé. Ça, c'est un autre point qui est important. Là, c'est pas on ne va pas rentrer dans le détail, c'est uniquement pour vous montrer qu'il y a des variations, des motifs en fonction des sessions, en fonction du temps. Là, on a été sur la période hiver et tout début de printemps, donc on n'a pas de variation majeure des motifs de demande de soins non programmés au sein des officines. La variable d'ajustement, ça a été le Covid surtout, qui a fait qu'en fonction des sessions, on a plus ou moins des autres motifs. Mais tout l'intérêt de poursuivre cette enquête, c'est justement de voir les différences l'été et l'automne pour avoir vraiment, sur une année complète, le panorama des soins non programmés, des catégories de soins non programmés qui sont demandés en officine au fil du temps. Et ça va vraiment être très intéressant. Maintenant, si on regarde les types de demandes en fonction du sexe,
Donc, on voit forcément les femmes, si on regarde en bas, les femmes ont des motifs gynécologiques et urologiques, ce qui représente 9 et 3%, donc 12% au total, qui ne sont pas présents. Il y a l'urologie à 1% chez les hommes, forcément. Et chez les hommes, on a plus d'ORL et un petit peu plus de traumatologie. Le Covid est aussi surreprésenté. Donc ça, forcément, c'est les différences qu'on peut observer entre hommes et femmes. Et si on regarde maintenant en fonction des tranches d'âge, donc c'est pareil, on a un petit peu des clichés aussi, mais chez les nourrissons, et en tout cas, cette étude permet vraiment de le documenter. Chez les nourrissons, ça va être des douleurs dentaires, dermatologiques, gastro-entérologiques qui sont surreprésentées. Les enfants, c'est dermato-ORL. Les jeunes adultes, gynéco qui apparaît et le Covid. Les adultes, ça va être le Covid surtout surreprésenté. Et chez les seniors, ce sont les motifs cardiovasculaires qu'on voit apparaître de manière beaucoup plus claire par rapport aux autres catégories de... Donc vraiment, on peut vraiment segmenter maintenant par tranche d'âge, par sexe, et également maintenant par type de patient et type de contexte, puisque là, on a regardé également, en fonction de si le patient avait rencontré une difficulté d'accès à un autre professionnel de santé, le motif concerné. Et donc, pour ceux qui ont rencontré une difficulté d'accès à un autre pro de santé, c'est-à-dire que la pharmacie est un second choix, ce sont des motifs dentaires, des motifs ophtalmologiques et des motifs urologiques. Ces trois catégories-là sont surreprésentées chez les patients ayant eu des difficultés d'accès à un pro de santé. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, puisque ça pourrait après donner des idées pour faire des protocoles avec les professionnels de santé concernés qui sont difficilement accessibles, mais il pourrait y avoir des protocoles, des arbres décisionnels faits avec eux au niveau national, mais après descendre au niveau local pour essayer de prendre en charge le mieux possible ces contextes-là. On a regardé aussi les patients traités pour ALD. Est-ce qu'ils avaient des spécificités? Donc, ils ont une spécificité, c'est déjà qu'ils sollicitent moins les officines pour des motifs en lien avec le Covid. Donc ça, c'est un premier point. Certainement qu'ils vont plus chez le médecin. Et en revanche, ils consultent plus pour des motifs cardiovasculaires, à 8%, pour le diabète, 3%, des motifs gastro-entérologiques. Donc ça, ce sont les spécificités pour les patients traités pour une ALD. En revanche, on a aussi regardé pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant et les patients qui sont bénéficiaires de la C2S. Là, on n'a pas relevé de différence significative. Alors maintenant, si on regarde ce qui a été fait par les équipes officinales en réponse à ces demandes de soins non programmés, donc déjà, 95% des demandes donnent lieu à une délivrance de conseils. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et les conseils peuvent concerner, en fonction de la demande, des sujets très différents. C'est soit le traitement aigu, soit un traitement chronique, des conseils sur le symptôme ou sur une pathologie, ou alors même des conseils hygiéno-diététiques. Seuls 5% des demandes ne donnent pas lieu à une délivrance de conseils. 13% des demandes donnent lieu à la réalisation d'un acte technique. Donc c'est une minorité, mais ça représente quand même plus d'1 sur 10. Et 12%, c'est les prises de mesures et TROD. Bien sûr, le Covid a aidé. 1%, c'est de la nettoyage et désinfection de plaies ou de brûlures. Et 0,4% de toutes les demandes, ça a été l'application de gestes et soins d'urgence. Quand on regarde la dispensation de produits en réponse à ces demandes de soins non programmés, donc 4 demandes sur 5 donnent lieu à la délivrance d'un produit de santé. Donc 19%, aucune délivrance. Et dans ces 81%, 48% c'est un médicament. Donc plusieurs catégories c'était possible d'additionner plusieurs réponses. Donc le médicament, c'est la moitié des demandes donnent lieu à une délivrance de médicaments. 14% donnent lieu à une délivrance de dispositifs médicaux. Et après, on a 25% en prenant la phytothérapie et autres, c'est certainement les compléments alimentaires. 25% où c'est une délivrance de phytothérapie ou de compléments alimentaires. Ensuite, on retrouve 6% l'homéopathie, 5% de l'aromathérapie et 1% aussi de la délivrance d'autotests. Si on regarde maintenant les modalités pratiques de prise en charge à l'officine. Donc la durée de la prise en charge moyenne est de 6 minutes et avec 10% des prises en charge qui durent plus de 10 minutes. Donc c'est quand même pas négligeable. Le personnel impliqué, donc ça, on s'y attendait pas forcément aussi, c'est que vraiment le pharmacien, c'est que 50%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un partage
un partage de la réponse aux demandes de soins non programmés au sein de l'équipe officinale, avec le préparateur qui est concerné dans 33% des cas et les étudiants dans 17% des cas. Ce qui est certainement lié aussi aux répondants à l'enquête qui a mobilisé fortement les étudiants. Au niveau du lieu au sein de l'officine, c'est principalement au comptoir, 9% au sein du local de confidentialité et 2% au sein du local d'orthopédie. Mais le message, c'est que la majorité des demandes sont traitées au comptoir par un membre de l'équipe officinale et 10% des prises en charge ont reposé sur un protocole spécifique. Donc des protocoles spécifiques, soit au niveau local, soit au niveau régional, soit au niveau national. Donc on a regardé un petit peu en détail les protocoles, c'est surtout pour le Covid, bien sûr, et aussi pour le tabac. Je ne sais pas si c'est au niveau régional que vous avez quelque chose pour le tabac, mais en tout cas, cette prise en charge repose sur un protocole. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et on a regardé les prises en charge de plus de 10 minutes, qui prenaient plus de 10 minutes à l'équipe officinale. Donc, on retrouve le Covid à 41%. Donc, ça, c'est vraiment une prise de temps importante pour l'équipe officinale en termes de prise en charge de cette demande de soins non programmés. Et si on exclut le Covid, qui on espère ne va pas durer trop longtemps, dans les prises en charge de plus de 10 minutes, on retrouve le diabète, le cardiovasculaire, l'infectiologie, la pneumologie et la traumatologie. Et enfin, si on regarde l'orientation pour conclure, donc dans la très grande majorité des cas, près de 9 cas sur 10, l'orientation qui est proposée par le pharmacien, c'est un retour à domicile ou un retour chez un proche. Dans 9% des cas, l'officine assure un suivi de la demande de soins non programmés. C'est-à-dire que le patient vient, il est renvoyé chez lui dans 9 cas sur 10, mais dans 9% des cas, un suivi est assuré par l'officine pour valider que tout se passe bien et que effectivement le patient est rétabli ou va mieux grâce à l'orientation proposée par le pharmacien. Dans 5% des cas, c'est une orientation mixte, c'est-à-dire que c'est un retour au domicile qui est conseillé et une orientation vers un professionnel de santé au cas où il y ait une aggravation de la situation. Mais l'état actuel ne nécessite pas une orientation immédiate, mais si ça ne s'améliore pas, on vous recommande d'aller chez un professionnel de santé. Et donc, ce qui concerne 15% des cas, où c'est principalement un professionnel de santé habituel du patient, à 13%, et 3%, c'est un professionnel de santé non habituel du patient. Donc, ça peut être la téléconsultation, aller consulter SOS médecin, ou un professionnel de santé recommandé par l'officine qui n'est pas habituel du patient. Et enfin, 1% des cas, c'est une orientation vers un service d'urgence, et c'est directement vers le service d'urgence de proximité compétent. Quand on regarde la transmission d'informations suite à la prise en charge par l'équipe officinale, donc seuls 2% des demandes de soins non programmés ont fait ou vont faire l'objet d'un partage d'informations avec un ou plusieurs professionnels de santé. Donc ça, c'est un chiffre qui est assez faible. Bien sûr, ça dépend de la nature de la demande. Et ce chiffre monte à 4% pour les officines collaborant avec d'autres professionnels de santé. C'est-à-dire que le fait de déjà collaborer sur d'autres sujets avec des professionnels de santé fait en sorte qu'il y a certainement des pratiques plus naturelles avec les autres professionnels de santé pour transmettre de l'information sur des patients. Donc cette transmission d'information, ça concerne principalement les professionnels de santé libéraux, 96%, et 4%, c'est de la transmission d'informations à des services d'urgence dans les cas les plus graves. Donc voilà, donc pour résumer, on a vraiment une forte implication des pharmaciens de la région, donc avec 11% de participation, donc ça c'est vraiment la très bonne nouvelle, on est vraiment très satisfait, et d'autant plus que la rigueur dans la collecte des données était vraiment très importante, avec entre 250 et 350 cas, avec des pics même à plus de 450, donc ça c'est vraiment une très bonne satisfaction, et on espère vraiment que la deuxième partie de l'enquête va poursuivre avec ce niveau-là de participation, parce que c'est vraiment cette constance qui va permettre de qualifier sur le long terme et du coup de valoriser la pratique des pharmaciens de la région et même en France. On a une assez bonne représentativité des officines sans redressement, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi.
La moins bonne nouvelle, c'est qu'on a un déficit de formation, d'actualisation des compétences des pharmaciens titulaires pour la prise en charge des demandes de soins non programmés et en particulier cette question de la FGSU, de renouvellement de la FGSU. Les demandes, ça concerne principalement de la dermato, de l'ORL et de la gastro-entérologie, sans oublier le Covid, et avec des demandes qui varient de façon importante en fonction de l'âge, du sexe et du type de patient concerné. La population qui vient au sein des officines, c'est principalement des femmes, principalement des adultes, et ils sont majoritairement quand même connus de l'officine, même si 28%, c'est absolument pas négligeable. Les patients se rendent spontanément à leur officine, ça c'est une bonne nouvelle aussi, puisque ça vient confirmer que le système officinal est vraiment une porte d'entrée reconnue par le grand public dans le système de santé, et même pour des demandes qui normalement devraient faire appel à des compétences médicales. Et donc, dans 6% des demandes, la pharmacie est un recours à la suite de difficultés d'accès. Ça, c'est un autre point, c'est que ce n'est pas majoritaire. C'est vraiment, on y va spontanément avant d'aller voir un autre professionnel de santé. Et uniquement dans 6% des cas, c'est un recours. Les équipes officinales, bien sûr, fournissent presque systématiquement des conseils aux demandes de soins non programmés. On n'en doutait pas, mais ça vient le confirmer. Et une demande sur 10 entraîne la réalisation d'un acte technique. Et c'est un chiffre quand même assez important et qui est dû, on l'a dit, au Covid aussi. La majorité des demandes font l'objet d'une dispensation de produits, principalement un médicament. Et les prises en charge, c'est en moyenne 6 minutes, donc ce n'est pas négligeable. 10% en plus qui nécessitent plus de 10 minutes, principalement réalisées par des pharmaciens, mais une implication de toute l'équipe. C'est réalisé directement au comptoir dans 4 cas sur 5 et c'est rarement basé sur un protocole. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait aussi pour essayer de cadrer et de vraiment d'avoir déjà des réseaux locaux pour savoir vraiment où orienter, comment orienter et après avoir des arbres décisionnels pour le faire au mieux. Enfin, l'orientation, donc dans 9 cas sur 10, on oriente vers le domicile et dans 15% des cas vers un professionnel de santé, 1% des cas vers un service d'urgence. Enfin, il y a le point de la communication aux autres professionnels de santé qui peut-être grâce à l'aide d'outils et de réseaux existants comme les CPTS va permettre de fluidifier le partage d'informations lorsque c'est nécessaire, parce qu'on pense qu'il y a certainement certains cas où un pourcentage de cas qui aurait peut-être nécessité un partage d'informations un peu plus important sur l'état de santé ou en tout cas la demande du patient. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre si vous avez des questions. Peut-être, si vous m'autorisez, Hugo Oui. et Julien, plusieurs points qui me semblent importants. C'est bien sûr Julien qui va conclure au nom de l'URPS, mais plusieurs points qui me semblent importants. D'abord, je pense que cette enquête confirme que le pharmacien d'officine est identifié comme un acteur du premier recours. C'est un point extrêmement important. Deuxième chose, on a vu des choses intéressantes. Hugo a parlé à juste titre de 2 pics qui étaient au moment de Noël et au moment de Pâques. Néanmoins, quand on suit les tendances d'évolution du motif lié au Covid, on s'aperçoit que c'est parallèle, voire ça peut devancer un petit peu les données de santé publique dans votre pays. Donc, on voit bien que l'officine est un très bon lieu pour voir les tendances de santé publique. Troisième point que je voulais souligner, c'est que pour les pathologies qu'on a retrouvées, que vous avez prises en charge dans le Grand Est, en tout cas en première orientation, l'officine est suffisante par elle-même, puisqu'il n'y a qu'un faible nombre de recours de 15% aux autres professionnels de santé et 1%. Donc on voit que vous avez la capacité de prendre en charge certains types de demandes et ainsi d'éviter l'engorgement, surtout dans le cadre de Covid, des cabinets médicaux ou des urgences. Enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais insister, sur lequel l'URPS reviendra sans doute, c'est la vigilance sur la participation. Donc, si on pouvait, grâce à vous, avoir certains de vos confrères qui viennent amplifier cette tendance, ce serait formidable. Et deuxième chose, merci de ne pas baisser la garde en termes de nombre de cas rapportés. Là aussi, il y aura peut-être certains commentaires qui seront faits par Julien là-dessus. Peut-être on peut arrêter le partage d'écran, je crois, Hugo.
Merci. Mais je prends la parole au nom de l'URPS. Merci beaucoup, Monsieur Zamolo, merci beaucoup, Monsieur Sarkozy, pour la présentation de ces résultats qui, je l'espère, vont conforter les pharmaciens dans la mission de soins non programmés. Voilà, je pense que chacun de nous, de par son exercice, était confronté à cette Julien, journée. pardonnez-moi, on ne vous entend pas très bien. Ah, pardon. Tout à l'heure, on vous entendait très bien, là, on vous entend moins bien. Je rapproche le micro. Est-ce que là, c'est mieux? Ok. Donc, l'objectif était effectivement de valoriser ces résultats qui correspondent à ce qu'on pensait tous, hein, qu'effectivement, les patients viennent nous voir spontanément et on peut régler un certain nombre de situations par notre compétence et par l'ensemble de l'équipe officinale. Sur les points de vigilance de M. Sarkozy, je suis vraiment d'accord. C'est déjà des résultats qui sont très encourageants, c'est des résultats qui permettent de montrer des choses, mais il est vraiment essentiel qu'on arrive au bout de cette année complète de recueil, à garder la même intensité de recueil et à pouvoir recruter d'autres professionnels. Là, il est vraiment pas trop tard pour commencer, et plus on sera, mieux ce sera. Je rappelle, même si je sais que vous ne faites pas ça pour ça, que cette enquête est indemnisée et que dans le cadre du prolongement de ces périodes de recueil, il a été procédé à un ajustement de l'indemnisation que vous recevrez, déjà pour votre participation, mais aussi, je le répète, pour la régularité des entrées et pour le nombre de cas rentrés. Anticipez bien la transition. Quand vous avez des étudiants qui font ça très bien, il va falloir qu'ils passent le flambeau à l'équipe, je le redis. Et effectivement, on le ressent un petit peu sur les chiffres, on a tous un petit coup de mou en ce moment, parce qu'effectivement, on est embolisé par la vaccination notamment, et l'organisation là-dessus. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de nos activités, donc continuer à bien remplir l'enquête, à prendre ce temps qui est mesuré, hein, parce que vous voyez, vous n'avez pas passé des centaines d'heures par demi-journée de recueil, mais c'est important d'être le plus exhaustif et le plus régulier possible pour qu'on puisse identifier vraiment tous les champs de compétences et qu'on puisse avoir cette saisonnalité, et je dirais même, puisqu'on le fait à différents moments de la journée, matin et après-midi, à différents jours de la semaine, s'il y a des moments un peu plus particuliers dans la semaine d'un officinal. Vous l'avez vu aussi, et c'est ce qu'a précisé M. Sarkozy, c'est que le pharmacien anticipe un peu les tendances. Et là, c'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup l'URPS, c'est qu'on pense qu'on ne se sert pas assez de la position du pharmacien épidémiologiste par le nombre de personnes qu'on voit chaque semaine, par le nombre de cas qu'on arrive à prendre en soin. On est vraiment un professionnel incontournable sur la remontée de données et sur des remontées de données précises sur le terrain qui pourraient servir pour anticiper des tendances. Donc là, on le voit bien sur la Covid, qu'on est un petit peu en avance de phase sur les éléments après qui se révèlent. Donc je pense que ça aussi, c'est un rôle qu'on pourra essayer de mettre en avant et qui font partie de nos missions. Donc, vous l'avez compris, il faut tenir malgré le contexte compliqué, il faut tenir malgré le déconfinement qui va peut-être aussi nous apporter un peu plus de moments pour penser à autre chose. Il faut tenir en mobilisant les confrères et il faut passer le flambeau des étudiants qui pour l'instant tiennent ces missions à bout de bras, et je les en remercie. Mais il faut qu'ils passent le flambeau aux personnes de l'équipe pour pouvoir continuer la dynamique. Il y avait une question tout à l'heure, je ne la vois plus, mais j'ai vu passer pendant la présentation une question sur Oui. la faible représentation de l'Alsace qui potentiellement, c'était une question, pouvait être liée à une moindre implication universitaire pour les étudiants. Est-ce que ça peut être une explication ou pas? Sur Reims et Nancy, on a réussi à motiver les étudiants, enfin déjà les équipes pédagogiques et les étudiants pour faire une remontée importante et un objectif de stage vraiment ciblé de cette expérimentation de soins non programmés. Et je tiens à signaler que on fait des expérimentations avec les étudiants chaque année. Et chaque année, on est obligé de faire des petites piqûres de rappel pour certains qui ne seraient pas mis, etc. Et là, que ce soit sur Nancy ou Reims, franchement, on a vraiment, ça a été vraiment très peu nécessaire de rappeler aux étudiants
de suivre cette expérimentation. Ils l'ont fait tous de manière volontaire et donc je tiens à les remercier pour leur participation. Il y a vraiment eu très peu de cas où il a fallu un petit peu les remotiver. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire au niveau de l'Alsace puisque on a juste pu le présenter dans le cadre des événements RPS, mais pas directement aux étudiants dans le cadre de leur cursus et de leurs réunions obligatoires. C'est un petit regret, mais je ne désespère pas de pouvoir avoir la grande union des universités sur la région pour d'autres expérimentations. On va peut-être essayer de voir comment on peut fluidifier ça pour la suite et pourquoi pas essayer d'avoir un plan de communication un peu plus stratégique sur l'Alsace pour cette deuxième partie d'expérimentation. Très bien. Bon, bah, merci à tous. Merci pour votre participation. Et je ne sais pas si l'URPS a prévu de diffuser les résultats de l'enquête, les résultats préliminaires ou le lien vers le webinaire, oui. Donc, le lien vers le webinaire sera mis sur le site. Les résultats de l'enquête seront diffusés sur notre site, sûrement en newsletter électronique. Et puis, on en fera référence dans nos newsletters papier également. très bien. Et dans tous les cas, on continue pour tous les participants de vous envoyer l'infolettre chaque mois avec l'évolution des résultats de cette enquête. Et je tiens à féliciter le dynamisme de Tous pour la santé qui accompagne les pharmaciens expérimentateurs au quotidien, qui ont su résoudre les quelques rares problèmes de connexion, les rares problèmes techniques ou même qui parlaient dans les spams. Voilà. Vous pouvez compter sur eux aussi pour vous accompagner et pour toute problématique technique. Ils sont très réactifs et je les remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci à tous. Merci Julien. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.